Première news dont je voudrais vous parler aujourd'hui, c'est l'Event Surface de Microsoft. Enfin, l'Event Surface, ils avaient entouré ça, ils avaient annoncé ça comme un Event Surface. En fait, c'était beaucoup plus, c'était l'Event Copilot Plus PC de Microsoft. Qu'est-ce que c'est que cet event et ces annonces? Eh bien, Microsoft est en train de chambouler un petit peu l'univers du PC d'une manière que vous n'imaginez peut-être pas, parce qu'il y a eu vraiment plusieurs parties à cette conférence. La première, c'était l'annonce des Copilot Plus PCs. C'est quoi ces PC Copilot Plus? Eh bien, c'est des PC qui sont certifiés pour fonctionner, pour faire fonctionner les nouvelles fonctionnalités IA de Microsoft qu'ils incluent à Windows. Et ces PC ont des spécificités qui sont pas incroyables, mais l'une des spécificités qui est nécessaire, l'une des spécifications minimum, est d'avoir un NPU, Neural Processing Unit, qui vous permet d'avoir une puissance de 40 TOPS. C'est quoi les TOPS? Des trillion operations per second. En gros, c'est une puce dédiée à l'IA qui a une certaine puissance et qui est nécessaire pour faire tourner ces fonctions de Windows. On reviendra dans un instant au fait que, à ce stade, c'est des processeurs ARM uniquement, des Snapdragon et des Qualcomm, enfin des processeurs de chez Qualcomm qui sont présents dans ces PC-là, qui seront disponibles dès le 18 juin. On y reviendra dans un instant. Mais quand on parle de fonctionnalités, eh bien évidemment, la première chose qu'on va se demander, c'est quelle fonctionnalité? De quoi on parle? Il y en avait tout un tas qui ont été annoncés. Je ne vais pas toutes les détailler, mais je vais quand même vous parler de quelques-unes d'entre elles. D'abord, Copilot est partout dans Windows. Et Copilot, c'est le petit nom de l'IA de Microsoft. En gros, c'est l'adaptation à leur sauce de leurs différents modèles d'IA. Et il est partout, hein. Il édite les images, il vous suggère du texte, il vous permet de corriger des trucs. Enfin, il est un petit peu partout. Mais les deux fonctions que je retiens, c'est Recall et Full Screen Assistant, qui ont été présentés en démo dans cette présentation. Recall, c'est quoi? Eh bien, c'est votre PC qui va prendre des photos de votre écran, de ce que vous faites sur votre PC à intervalles très réguliers, toutes les quelques secondes, à chaque fois que vous changez d'application, on va dire, ou on ne sait pas exactement, mais très régulièrement. Et ensuite, il stocke toutes ces photos et il les donne à son IA pour les faire analyser par l'IA. Et on peut ensuite poser des questions à l'IA sur ces photos. À quoi ça sert? Eh bien, en fait, ça vous sert, dans les termes de Microsoft, de mémoire photographique qui fait que vous pouvez demander à votre IA n'importe quoi sur ce que vous avez fait ces derniers mois et il s'en souviendra, il pourra le retrouver parce qu'il a les photos de votre écran de tout ce que vous faites. Et c'est vraiment donc la mémoire photographique. Vous vous souvenez plus très bien du site que vous avez essayé d'utiliser pour faire tel ou tel machin il y a 3 mois. Et ben vous lui demandez: ah, j'étais en train de chercher un vélo électrique et il y en avait un bleu qui me plaisait bien, mais je sais plus sur quel site. Ben vous lui demandez et les modèles vont pouvoir retrouver les images spécifiquement qui correspondent à votre requête et identifier dans les images le texte pour vous permettre d'aller sur le site en question très facilement, etc., etc. Donc, c'est vraiment une mémoire de tout ce que vous avez fait qui est sur votre PC. Je me demande si on ne peut pas parler des questions de sécurité et de vie privée déjà avant d'avancer vers le prochain, la prochaine fonctionnalité que je retiens. Mais il y a eu vraiment une grosse levée de bouclier des spécialistes en sécurité qui ont dit « mais c'est un cauchemar parce que ça veut dire que votre PC stocke tout ce que vous faites et donc si vous vous faites hacker, eh bien les hackers auront accès à toutes vos informations. Peut même y avoir des mots de passe qui sont tapés, enfin tout ce que vous avez fait et donc c'est horrible. Déjà, je te pose la question, moi j'ai mon avis là-dessus, mais Guillaume, à ton avis, c'est effectivement quelque chose d'inquiétant pour la vie privée, cette fonctionnalité? Alors moi je fais confiance aux spécialistes de la sécurité, je n'en suis pas un. Tu vois, j'ai dépanné toute la journée d'hier, et même ce matin encore mon site web qui s'était fait, hacker en plus. Donc tu vois, j'ai pas de conseils à donner et je me prétends pas être expert de la sécurité. Mais, ceci étant, j'ai quand même l'impression que cette histoire de recall, ça reste des logs visuels finalement. Et est-ce qu'on n'a pas déjà énormément de logs dans nos machines auxquels si on accède, on peut avoir plein d'informations? Évidemment, les choses sont plus cloisonnées que des copies d'écran qui sont un peu bêtes et brutales.
final. Donc, bah, je garde la question entière. En tout cas, je veux faire confiance à Microsoft qui développe ça en prenant en compte des enjeux de sécurité. Ça soulève un autre sous-sujet que je voulais aborder en même temps, Patrick, et que j'ai toujours du mal à formaliser. C'est l'aspect un peu noble ou quelque part technique dans cette fonctionnalité. Jusque-là, je sais pas si, tu es en phase avec moi, mais quand on est, aguerri à faire du développement, quand on commence à comprendre un peu comment ça marche, on nous parle d'optimisation, tu vois? De pas prendre trop de mémoire, d'utiliser juste la quantité de mémoire qu'il faut et là, Microsoft, ils arrivent avec une solution, pourquoi pas, mais qui vient prendre des screenshots en permanence de ton écran, des copies d'écran et qui vient les digérer après et je peux pas m'empêcher d'être un peu bousculé par la manière dont ça fonctionne. Techniquement, ça me paraît un peu bourrin et probablement qu'il n'y a pas d'autre manière de le faire et j'ai pas d'alternative. La fonctionnalité, honnêtement, sur le papier, je pense que tout le monde peut la trouver cool. Est-ce que ça offre un véritable danger? Bah forcément, si la fonctionnalité est faite par-dessus la jambe avec un historique un peu foireux et la possibilité de consulter toutes les copies d'écran tout le temps, bah oui, mais j'imagine que c'est pas tout à fait comme ça que ça va fonctionner. Alors, sur la question du nombre de photos prises, bon, oui, il y aurait pas d'autre moyen, c'est un peu bourrin, mais je pense qu'une photo aujourd'hui, une photo d'écran, une capture d'écran, avec une compression correcte, ça prend vraiment pas énormément d'espace, tu vois? Même Oui, si tu puis il as y un a un gros historique écran, limité. et il y a un historique, bah, qui peut être limité, je crois que c'est 3 mois, mais je suis sûr que tu Ouais, peux c'est ça. l'étendre ou Mmh. tu mais oui, même s'ils prennent des photos toutes les quelques secondes, avec un algorithme de compression correct, ça devrait aller. Pour la question effectivement de la sécurité, oui, on fait confiance aux experts en sécurité et d'une manière générale, il faut faire confiance aux experts qui parlent de leur domaine. Il y a quand même un tout petit astérisque que j'hésite à mettre là-dedans parce que ça peut être sorti de son contexte et pousser à justement ne plus faire confiance aux experts. Le truc, c'est que là, c'est une nouvelle technologie sur laquelle il y a beaucoup d'inconnus et des préoccupations qui sont valides dans certains contextes et pas forcément dans d'autres. Euh, Ça m'évoque un sujet auquel je pense régulièrement ces derniers temps. À chaque fois que je paye avec ma montre connectée ou avec mon téléphone ou avec ma carte, avec un paiement sans fil, avec un paiement contact, et je ne sais pas si tu t'en souviens, mais c'est un truc auquel je pense depuis des mois. Je me demandais quand j'allais pouvoir le placer dans l'émission. Avant l'implémentation de ces nouvelles technologies, on avait des reportages permanents, récurrents, et Mmh mh. des sonnettes d'alarme tirées par les experts en sécurité qui nous disaient: «Non mais rendez-vous compte, moi si j'ai telle ou telle machine, eh ben, je peux m'approcher de votre portefeuille qui est dans votre poche arrière et je l'approche et je retire X milliers d'euros en 2 secondes, ça va être l'apocalypse, tout le monde va perdre tout l'argent de son compte en banque». Alors, il y a techniquement sur la technologie de transmission sans fil effectivement une faille ou une possibilité de faire ce genre de choses sans doute. Le truc, c'est que dans un contexte plus large qui est celui des transactions financières et de la traçabilité de ces transactions, je pense que les gens qui feraient ça seraient vite attrapés et donc il y a évidemment une incitation à ne pas le faire. Et de fait, bon, bah, depuis les quelques dernières années où ces technologies sont en place, on n'a pas vu, je crois, de fraude massive qui utilisait ce genre de technique. Donc, les sonnettes d'alarme tirées étaient un petit peu, je vais pas dire, enfin, me semblaient pas nécessaires. Là, est-ce qu'on est tout à fait dans le même contexte? J'irai peut-être pas jusque-là, mais il n'empêche, les données en question, les photos et la base de données restent sur le PC, chiffrées par BitLocker, elles restent sur votre machine en local. Et d'ailleurs, ça pose des problèmes d'utilisabilité parce que si vous passez d'une machine à l'autre, eh ben, vous n'avez plus accès à ce que vous aviez fait sur la machine d'avant. Mais bon, il vaut mieux privilégier la sécurité dans ce cas-là et laisser sur la machine locale. Et effectivement, si quelqu'un, un utilisateur malveillant, un hacker en hoodie, tu vois, dans une cave mal éclairée, essaye de vous hacker cette fonctionnalité Recall et qu'il réussit à avoir accès à votre PC, euh, newsflash, il a accès à votre PC. Sur votre PC, vous avez déjà tous vos fichiers. Donc, est-ce que ça apporte et qu'en plus, il réussit à hacker l'accès à cette base de données? Oui, peut-être que ça apporte un petit peu plus de facilité pour extraire des données qui vous concernent. Mais bon, s'il a déjà accès à tous vos fichiers, je pense qu'il y a déjà de quoi faire, quoi. Et puis, Oui, on peut dire. c'est sans compter le fait que on envoie tous énormément de nos fichiers sur les Dropbox et Google Drive et les machins.
Et donc, de fait, on essaie, quand on utilise ces outils, on fait confiance à la société en question pour qu'elle gère bien la sécurité. Alors peut-être que Microsoft n'a pas fait assez de preuves solides de sa gestion de la sécurité ces derniers temps et qu'on peut craindre parce que c'est Microsoft spécifiquement, mais c'est un autre problème. C'est pas la fonctionnalité qui est le problème, c'est la manière dont Microsoft l'implémenterait. Je pense que sur ce coup, ils seront assez prudents. Et d'autant plus qu'on peut désactiver la fonctionnalité, on peut limiter les applications qu'elle capture, on peut limiter dans le temps ce qu'elle va prendre. Donc oui, il faudra être peut-être un petit peu prudent, il faudra le temps de s'y habituer. Mais pour moi, à ce stade, la fonctionnalité n'est pas une préoccupation de sécurité significative. Ouais, dans le chat, on nous dit, on pourrait aller sur l'ordi des gens et taper: «Dis-moi la dernière fois qu'un film, un film porno a été consulté sur cet ordinateur». Finalement, bah, oui, c'est vrai que, c'est une possibilité en plus, mais c'était aussi quelque part déjà une possibilité avec, en partie les logs. Même si tout cela est chiffré, même si les connexions peuvent être chiffrées, on peut imaginer que là aussi ces fonctionnalités, elles vont offrir, un certain nombre de garanties sur le plan de sécurité. Quelque part, tu sais, je me félicite, Patrick, parce que désormais, quand on a ce type de fonctionnalité qui est présenté par ces entreprises, spontanément, la communauté prend tout de suite à cœur, et je trouve ça honnêtement très bien, je ne le dis pas avec sarcasme, les enjeux de sécurité. Et il y a de ça encore quelques temps, quand il y avait des C'est pas fonctionnalités qui forcément le arrivaient, cas. honnêtement, on se posait ces questions un peu après coup, et puis on Hmm. était un peu alarmé une fois qu'elles étaient implémentées. Et là, je trouve ça vraiment très bien qu'on se pose la question dès le départ et que les enjeux de sécurité et de vie privée soient pris en compte dès le départ. Franchement, c'est cool, c'est bien. Tu as bien raison et tu as raison de le faire remarquer également. La deuxième fonctionnalité que je note, c'est le Full Screen Assistant. Alors, c'est quoi le Full Screen Assistant? C'est la possibilité pour l'IA intégrée à Windows de... Ah oui, entre parenthèses, ce que j'ai oublié de dire sur Recall, c'est que l'intelligence artificielle est locale. Donc, il n'y a aucune communication avec des serveurs ou ce genre de choses. C'est vraiment, tout est géré en local et c'est pour ça qu'on a besoin d'un NPU à 40 TOPS minimum pour que ça puisse tourner. Donc ça aussi, à ce niveau-là, on reste complètement en local. Bon, Il y a besoin deuxième d'un peu de fonction... stockage aussi, je crois, un Tout certain à niveau fait. de stockage, de mémoire, bref, quelques Alors conditions oui, matérielles réunies. pour ces PC, on a besoin de 16 Go de mémoire et 256 Go de stockage en SSD, mais ça c'est tellement standard que je le mentionne même pas, quoi. Euh, Deuxième fonctionnalité que je retiens, c'est le Full Screen Assistant. C'est quoi? Bah, vous vous souvenez peut-être des démos de OpenAI et de Google qu'on a vu la semaine dernière qui permettaient à une IA de regarder votre environnement avec la caméra et vous pouvez interagir avec et poser des questions. Bah, là, c'est la même chose, sauf que l'IA, au lieu de regarder à travers la caméra, elle regarde votre écran. Et il y avait une démo qui est le truc le plus incroyable que j'ai vu dans tout ce festival de trucs incroyables de l'IA auquel on assiste depuis des jours, des semaines et des années. Et franchement, là, vraiment, pour la première fois, c'est un truc auquel je ne croirais que quand je l'aurai entre les mains, moi. C'est pas possible. Sérieusement, je n'y crois pas. C'est pas possible que ça marche comme ça. Et je n'y croirais pas avant de l'avoir expérimenté moi-même en live sur ma machine. Alors c'est quoi? Eh bien en fait, dans la démo, l'utilisateur lance Minecraft, commence à jouer à Minecraft et discute avec l'IA qui voit son écran et donc qui voit ce qui se passe dans la fenêtre Minecraft. Et ils ont une conversation qui est une conversation qu'on pourrait avoir avec un ami où il lui dit: «Alors, mon fils, il joue à Minecraft et il réussit à construire des trucs, je sais pas trop comment ça marche, tu peux me dire?» Et lui dit: «Ah ouais, c'est vrai que c'est cool Minecraft et tu peux construire des trucs, alors vas-y, ouvre ton inventaire. Ah oui, alors là, tu as tel et tel élément dans ton inventaire, mais si tu veux faire une épée, il te faudrait aussi que tu aies tel truc. Alors tu peux aller les chercher.» Et tout à coup, il y a des zombies qui apparaissent dans le jeu. Et sans ticket, l'IA dit: «Oh là, attention, il y a des zombies! Vite, vite, attends, retourne-toi, il faut que tu essayes de t'échapper, il faut que tu ailles dans un abri, ou il faut que tu construises un truc pour t'élever pour pas qu'ils puissent t'atteindre.» Et c'est du tac au tac. Mais c'est incroyable, la vitesse d'analyse. Alors ça, par contre, je pense que ça communique avec le cloud, hein. Ça, c'est pas en local. Mais la vitesse, la rapidité avec laquelle ça réagit, le naturel avec lequel ça discute, c'est fou. Et je suis sûr qu'ils ont pris la prise où ça marchait le mieux. Mais il n'empêche, moi, je n'y crois pas. Voilà. Je n'y crois pas avant de l'avoir.
Les Est-ce que tu... perspectives, elles sont dingues, hein, parce que, on pourrait imaginer demain avoir ce même assistant qui va, voir la fenêtre, d'applications de bureautique, de nos parents, de personnes qu'on a l'habitude d'assister à distance, voire même de support informatique et de leur faire des premiers niveaux de dépannage, si on extrapole un petit peu l'exemple de Microsoft. Mais j'avoue, hein, je suis un peu comme toi, je ne peux pas m'empêcher de penser que, bon, probablement alors admettons que ça marche aussi bien, ce qui tendrait à confirmer que, parce que ça tourne avec GPT-4o, hein, que le modèle GPT-4o soit, dans la continuité de ce qui a été présenté par OpenAI. Il n'empêche, je ne peux pas m'empêcher de penser que Minecraft est un exemple probablement très bien choisi. Si on reste dans l'univers des jeux vidéo, j'imagine, tu le diras probablement bien mieux que moi, mais qu'il y a plein d'autres jeux vidéo pour lesquels ce qui est affiché à l'écran amène à beaucoup plus de subtilité que simplement. Ne m'en voulez pas, hein, je critique pas Minecraft, je lui rends hommage régulièrement, mais ça reste quand même un dispositif ludique un peu plus simpliste que plein d'autres jeux vidéo dans lesquels il y a des associations d'objets pour créer des objets et des interactions qui, là, pour l'instant, se sont limitées au fait d'avoir un zombie qui arrive et de se planquer. Je suis pas sûr qu'avec Elden Ring, par exemple, Hmm. Copilot sur Microsoft arriverait à donner autant de conseils d'amélioration. Peut-être que je me trompe. Et Peut-être, je ouais. suis pas certain non plus que les interfaces de bureautique telles qu'on a l'habitude de les voir sur notre ordi seraient aussi à même d'être accompagnées par cet assistant. Mais il faut voir maintenant. Et on aurait aimé peut-être d'autres exemples, notamment des exemples qui ne soient pas dans le domaine du jeu vidéo, qui permettent de nous convaincre. Mais bon, C'est vrai, c'est vrai. Ce qui est intéressant, c'est que sur Minecraft, il y a beaucoup de vidéos en ligne oui. dont peut-être que Microsoft a pu s'inspirer ou qu'il a pu utiliser pour entraîner ChatGPT. Sur les jeux vidéo, il y a énormément de contenu sur YouTube, hein. Bon, après, il y a les questions de licence à payer à YouTube, tout ça. Mais c'est vrai que Minecraft, on en a énormément. Donc peut-être que c'est aussi plus propice à un entraînement de modèles de langage, possiblement. D'une manière générale, je crois que Windows, avec toutes ses fonctionnalités, il y a des gens chez Microsoft qui ont suggéré l'idée de l'appeler Windows 12, hein. Je suis surpris que... On avait des rumeurs sur l'arrivée d'un Windows 12 à terme. Je me demande si vous n'aurez pas voulu appeler celui-là Windows 12, ou peut-être qu'ils commencent avec ça et puis que ça viendra à terme, ou alors peut-être qu'ils ont abandonné Windows 12, mais il y a quand même beaucoup de choses intéressantes. Il n'y avait pas Ouais, ce qui est que... intéressant quand Oui, même sur cette mention de Windows 12, moi je trouve que c'est quand même assez malin de la part de Microsoft et j'aime bien souligner quand c'est malin de la part de Microsoft parce que c'est pas toujours le cas. Mais en termes de présentation des usages pour les gens, je trouve que le fait que tu aies à la base des ordinateurs PC Windows 11, très bien, sur lesquels on t'impose pas forcément de l'intelligence artificielle, sur lesquels tu vas pouvoir rassurer des entreprises, pour lesquels tu vas avoir des personnes qui sont pas prêtes à sauter le pas, qui vont pas être effrayées parce qu'elles vont continuer à avoir Windows 11 d'un côté, et de l'autre côté, celles qui vont pouvoir capitaliser sur Windows 11, mais avec cette signature Copilot plus PC, qui va être d'ailleurs mise à disposition évidemment comme une marque par les autres constructeurs, hein, ils se mettent tous en ordre de bataille. Je trouve que ça offre une espèce de lisibilité et une forme de réassurance pour les personnes qui sont justement pas prêtes à sauter le pas de l'intelligence artificielle. Si jamais ça avait été intégré nativement dans Windows 12, on aurait pu vite interpréter le message comme étant, tu vois, ils veulent nous forcer à utiliser de hmm, l'intelligence artificielle dans le système c'est pas d'exploitation. faux, ouais. C'est pas faux. J'aime bien cette approche finalement à ce Hmm, stade. Peut-être c'est c'est vrai. transitoire. Mais justement, il y a aussi le matériel qui a été présenté pendant cette conférence. Et une chose que je note à propos du matériel, c'est que cette appellation de PC Copilot Plus, ben, c'est assez malin de la part de Microsoft parce que je trouve qu'ils s'approprient un petit peu la marque de ce nouveau type de PC, qu'ils veulent être un nouveau type de PC. En tout cas, ça sera un type de PC spécifique. Et ça s'appelle pas les PC IA ou les PC portables. On a déjà eu ça il y a pas longtemps, mais là, Copilot Plus, c'est une marque qui appartient 100% à Microsoft. Donc, le fait que ça s'appelle des Copilot Plus PC et qu'ils soient chez tous les constructeurs, bah, ça capture un petit peu une partie de la notoriété de ce type de PC chez Microsoft. Je trouve ça pas bête. Mais quoi qu'il en soit, les PC en question sont, à partir du 18 juin, disponibles uniquement avec des processeurs Qualcomm, donc sous ARM, et pas avec des processeurs AMD et Intel. C'est quand même une énorme étape dans le développement matériel de ces appareils. On imagine qu'à terme, ça arrivera avec des processeurs Intel et AMD. La raison semble être qu'ils n'ont pas de NPU assez puissant à ce stade, et certainement pas en version mobile, parce que là, on a pour la première fois, ou en tout cas enfin,
sur PC et sur PC portable des processeurs qui sont capables de délivrer une puissance correcte, voire très bonne, avec une autonomie correcte, voire très bonne. Et si ça vous dit quelque chose, eh ben, c'est parce que c'est ce que fait Apple avec les processeurs M1, 2, 3, 4 depuis des années maintenant, et qui avait beaucoup de mal à suivre Microsoft avec Windows et avait beaucoup de mal à suivre les processeurs des PC. Là, ils font une transition vers ARM après avoir raté la chose plusieurs fois. On se souvient des Windows 8, je me souviens même plus, RT, c'était Windows 8 RT, un truc du genre. Enfin bref, il y avait eu plusieurs types de PC qui marchaient sous ARM, qui marchaient jamais vraiment. Là, il semble qu'on ait enfin assez de puissance dans les processeurs ARM, et Apple l'a prouvé, hein, pour avoir une couche logicielle qui s'appelle sur PC Prism, qui va, pour faire simple, traduire les programmes écrits pour les anciennes versions de Windows x86, donc Intel et AMD, pour qu'ils fonctionnent sur des processeurs ARM. Et il n'y a pas de raison de douter que ça marche bien, parce que sur Mac, ça marche très bien aussi. La transition s'est bien faite. Et là, donc, on va avoir deux mondes qui fonctionnent en parallèle, le monde des PC sous ARM et le monde des PC sous x86, donc Intel et AMD. Mais ce qui est important et ce qui est vraiment révolutionnaire, c'est que les PC sous ARM vont enfin vraiment fonctionner, deviennent une vraie option. Et d'ailleurs, les deux PC de Microsoft qu'ils ont présentés, la Surface Pro et la, je ne veux pas dire de bêtises, Surface Laptop, ont l'air vraiment appétissants. La Surface Pro, c'est une tablette qui a donc son petit clavier qui sert aussi de protection. Et un truc hyper intéressant, c'est que le clavier peut être utilisé détaché maintenant aussi. Ça, c'est vraiment cool. Et la Surface Laptop, bon sang, ils ont fait à peu près 42 000 comparaisons avec le MacBook Air M3, et on le comprend, c'est la réponse du monde du PC au MacBook Air, et il a l'air d'être au moins aussi bon, quoi. Enfin, alors, tout dépend de si Prism, donc cette couche de traduction entre x86 et ARM, fonctionne bien. Elle a l'air de bien fonctionner, mais si c'est le cas, eh ben on peut enfin avoir des PC qui fonctionnent aussi bien que les Mac sous processeur ARM. C'est un gros, gros changement. Ouais, c'est un gros changement et moi je les aime bien aussi ces surfaces, tablettes. J'aime beaucoup l'approche. Bon, il y a le Pencil qui suit aussi les évolutions, hein, qu'on a vues pour l'iPad Pro avec, les orientations, selon l'inclinaison et cetera. Enfin voilà, les avancées que les utilisateurs de stylets sur tablette vont évidemment apprécier et je dois dire effectivement qu'elles me séduisent pas mal. C'était pas forcément le cas des surfaces avant Mm. et peut-être qu'on est à une bonne époque pour, sauter le pas. Il va falloir quand même tester effectivement à quel point Prism est aussi performant que l'équivalent chez Apple, à savoir Rosetta 2, donc qui fait la même chose, hein, grosso modo, enfin la même chose qui a la même vocation. Et si ça se confirme, si jamais les performances sont au rendez-vous, si jamais la couverture de la traduction de toutes les applications, elle est là, c'est peut-être le bon moment effectivement pour réadopter un PC pour ceux qui l'ont délaissé jusque-là. Moi, j'avoue que je suis un petit peu séduit, et je risque d'attendre un petit peu de voir ce qui va se passer pour possiblement faire un renouvellement de matériel. Je ne sais pas, on verra. Encore que j'aime beaucoup mon MacBook Air M2, hein. Je l'aime vraiment beaucoup, beaucoup, et je l'ai acheté il n'y a pas longtemps. Donc, il faut être responsable quand même. Mais bref, il y a des Faut choses le, qui se passent. faut Ils le ont faire aussi vite. Il y a simplifié... Oui. un dernier truc aussi au passage sur les surfaces, on peut le souligner aussi parce que je vois pas souvent de constructeurs qui proposent cette option-là. En tout cas, on peut choisir sa surface, sa tablette Surface, soit en OLED, soit en LCD, qui sont 2 technologies d'écran qui ont, chacune, des avantages et en fait, je crois pas que, les appareils proposent ces derniers temps, d'avoir, ces différentes technologies d'écran pour des appareils équivalents et ça, juste, je voulais le Hmm. souligner parce que je trouve que c'est plutôt cool pour le consommateur. Je note aussi que, d'une part, ils ont simplifié la gamme. Il y a Surface et Surface Laptop. Donc, enfin, Surface Pro et Surface Laptop, voilà, c'est simple. Vous savez lequel choisir en fonction de vos besoins. Et évidemment, tous les constructeurs vont leur emboîter le pas, et ils ont tous des portables qui vont arriver le 18 juin également, que ce soit Dell, Asus, Lenovo, HP, enfin tous, tous, tous. Donc voilà, tout le monde est de la partie, évidemment. Je me demande si 40 tops, c'est suffisant en même temps.
Est-ce que, genre, dans un an, on dira: «Ah ouais, non, mais attends, faut Il en des» faut 80. c'est ça, faut des copilotes plus PC. Comment ça, tu qu'un copilote plus PC? Mais enfin, ridicule. Bon, on verra.